On est à la fin des années 90, on a un constat de dégradation importante du milieu dans les décennies qui précèdent et des tentatives pour essayer de mettre en place des projets pour améliorer la situation face à une croissance des usages maritimes très importante et donc un impact sur les fonds et la ressource à la hauteur. Et le contexte favorable est venu aussi d'une forte attente liée à une synergie d'acteurs locaux, institutionnels, représentants d'usagers, qui a été amorcée par un projet loupé de création d'une aire marine protégée à Riou, qui n'a pas pu se faire à l'époque, et donc une dynamique qui s'est mise en place et sur laquelle la ville de Marseille a rebondi en disant « Ok, on ne peut pas faire ça, mais que peut-on faire ?» Donc les objectifs initiaux pour trouver une idée, c'était restaurer le milieu, puisque on était sur des zones avec de la dégradation, mais également soutenir la pêche aux petits métiers. Et du coup, on va voir que la réponse a été l'immersion de récifs artificiels. Et ces objectifs initiaux, après l'immersion des récifs, ont été complétés par deux autres objectifs. C'est être un support pour la recherche et le développement en R&D, mais aussi participer à la sensibilisation aux enjeux de préservation du milieu marin. Comme je le disais, une réponse qui est venue assez rapidement, immerger des récifs artificiels. Donc il fallait trouver l'endroit, donc où, donc des fonds plats, avec des roches et des herbiers de Posidonie à proximité, pour garantir que des espèces allaient venir s'installer sur les récifs, mais que aussi les récifs allaient pouvoir exporter ce qu'ils produisent vers l'extérieur, voire avoir pendant le cycle de la journée de la circulation entre les habitats naturels et les habitats artificiels, des courants pour garantir l'arrivée des larves, et aussi pour assurer que les récifs n'allaient pas être ensevelis, des facilités de surveillance pour pouvoir ne pas mettre non plus trop longtemps pour accéder au site. Quel volume? Donc, par rapport au projet qu'il y avait déjà développé sur les côtes françaises, donc il a été décidé de faire un projet pilote au niveau national et européen, de très grands volumes sur un seul site, sur une seule zone, sur la base du tas chaotique. Donc on entasse des choses sous l'eau pour créer un maximum de diversité d'habitats et de cachettes. Et donc avec qui? Donc dès l'origine, avec tous les acteurs concernés, en premier lieu les pêcheurs professionnels, vu que grâce à eux on a pu avoir des fonds européens pour la pêche, représentants de l'État, des collectivités locales, les financeurs, représentants des usagers et communautés scientifiques. Donc en bas vous avez, je vais tester notre nouvelle, voilà, ici vous avez les plages du Prado qui ont donc été construites sur les remblais du métro à la fin des années 70 et qui ont perturbé le milieu, en plus que jusqu'à pareil, cette époque-là il n'y avait pas de station d'épuration à Marseille. Oh, ça marche trop bien. Voilà. Juste après ici, donc vous avez la zone des récifs avec ici le Frioul, donc zone rocheuse, et ici Marseille et le littoral, et une zone d'herbier en vert très proche. Donc des fonds plats, ça c'est une étude de courantologie qui avait été faite par le laboratoire de M. Millet, Mme Pradal qui a fait une thèse sur la courantologie de la zone. Et puis là c'est le plan d'implantation des récifs du parc marin de la Côte Bleue, qui sont les grands frères des récifs du Prado. Donc c'est beaucoup, on a bien étudié les résultats qu'ils ont eu au parc marin de la Côte Bleue. Donc comme je le disais, dès le départ, une implication très forte de tous les représentants d'usagers. Donc pendant une dizaine d'années, on a eu un comité scientifique et technique pour pouvoir en consensus prendre des décisions par rapport à ce projet. Et puis depuis 2010, il a fallu adapter cet organe de gouvernance à la réalité du quotidien de la gestion d'un site, qui n'est pas la même du quotidien d'un portage de projet. Donc ça fait 2 ans qu'on a organisé différemment l'implication de chacun au sein de cet organe de gouvernance, en créant un comité de pilotage pour les grandes décisions, la stratégie, et un conseil scientifique et un conseil de valorisation pour travailler plus sur le contenu et faire des propositions en comité de pilotage. Nous avons 401 récifs artificiels de production.
de 6 types différents, immergés par 25 à 30 mètres de profondeur. Ça représente un petit peu moins de 30 000 mètres cubes. Et le chantier a duré 15 mois entre l'installation des entreprises sur le chantier et le dernier récif mis à l'eau. Il y a 6 entreprises qui ont été impliquées dans la fabrication de ces récifs. Donc on a dû s'adapter à un cadre administratif, donc le cadre administratif français, où on a plusieurs autorisations, une liée à la loi sur l'eau avec une enquête publique, et aussi une autorisation qui nous autorise à le poser sur le fond de la mer, puisque en France, le fond de la mer appartient à l'État. Et comme en parlait Nicolas Chardin ce matin, c'est limité à 30 ans. Donc ça peut être renouvelé, mais l'État peut nous demander au bout de 30 ans de sortir les récifs de l'eau et de prouver que potentiellement, s'il nous le demande, on peut sortir les récifs. Donc ça a été des grosses contraintes techniques à prendre en compte dans la définition le design des récifs. Donc nous, on est encore passé sur ceux qui ont droit à 30 ans. Donc comme disait M. Chardin ce matin, pour les prochains projets, ce sera 15 ans. Donc nous avons 3 grandes catégories de récifs, avec 6 types de récifs différents. Donc nous avons les amas, donc des amas de cubes béton. Donc c'est 6 cubes en béton remplis de pots à poulpe et de pochons de coquilles d'huîtres. C'est les plus nombreux, il y en a 202. Ensuite on a des amas de blocs rocheux. Donc ceux-là, comme c'est naturel, on ne doit pas avoir besoin de les retirer si on nous le demande. Ensuite on a des paniers, quoi de mieux que des paniers pour pouvoir au cas où les sortir de l'eau. Donc on a des paniers acier remplis de cubes en béton, toujours remplis de pots à poulpe et de pochons de coquilles d'huîtres. Nous avons des paniers fakir, donc ce sont les plus lourds, ils font 48 tonnes, sachant que les paniers acier, eux, ils font 9 mètres de haut. Nous avons aussi des chicanes, c'est ce qui se rapproche le plus d'une rague à poisson, qui a comme un petit immeuble, vraiment avec rez-de-chaussée, premier étage, toit terrasse. Et puis nous avons des filières, donc des filières basses qui sont accrochées sur les récifs que je viens de vous détailler, et des filières hautes qui font 7 mètres de haut, qui sont en fait 2 nappes de cordage et qui sont totalement expérimentales. Donc ces récifs sont répartis sur 202 hectares. Donc vous avez ici la zone d'immersion des récifs. Donc les récifs ont été organisés en 6 villages. Chaque village fait 300 mètres de côté. Et entre les villages et le milieu naturel autour, nous avons aussi des liaisons de 300 mètres de côté, constituées elles-mêmes de récifs artificiels, pour pouvoir créer des villages, des routes, des chemins pour assurer la circulation des espèces sur ce champ de récifs. Ici, vous avez la limite du chenal de navigation d'entrée au port de Marseille. Voilà. Le chenal est ici, en fait, entre le Frioul et cette ligne noire. Donc nous avons la moitié des récifs dans le chenal et la moitié hors du chenal, ce qui a son importance pour la gestion. Donc dans le chenal, c'est une zone définitivement interdite à toute activité de pêche, d'ancrage et de plongée. Et en dehors de la zone, c'est une zone qui reste à l'avenir à définir les modalités d'usage concernant la pêche. Voilà un petit montage photo de l'évolution de colonisation de nos récifs. Depuis la première photo à gauche, les récifs sur le chantier, pas encore mis à l'eau, un peu nus, jusqu'à en bas une photo datant de 2012 où on voit que les récifs ont bien pris sur la colonisation des surfaces et qu'on a beaucoup d'espèces aussi qui sont arrivées, espèces de poissons mais aussi espèces benthiques. Pour pouvoir étudier et valoriser tout ça, on a créé un programme de suivi et de valorisation qui a été voté en décembre 2008 par le conseil municipal de Marseille, de la ville de Marseille. Donc un challenge scientifique, un programme sur 5 ans de 1,8 million d'euros, avec plusieurs parties dans ce programme de suivi scientifique. Déjà des suivis obligatoires, les autorisations de l'État dont je vous ai parlé juste avant sont liées à l'obligation de réaliser des suivis scientifiques, dont les résultats, le bilan sur les 5 premières années, les 4 premières années vous seront présentés en forum cet après-midi par Laurence Le Dirac du GIS Posidonie.
Nous avons aussi des programmes de recherche avec le MIO et l'IMBE, qui sont deux laboratoires en lien avec l'Université de la Méditerranée, qui vont faire plus de recherche fondamentale et appliquée sur les récifs pour mieux comprendre leur fonctionnement en tant que récif et aussi leur fonctionnement par rapport aux espaces environnants, avec une thèse également de recherche. Nous avons des recherches associées, c'est-à-dire des recherches qui n'ont rien à voir avec les récifs artificiels, mais qui profitent de l'implantation des récifs pour développer de la recherche, donc pour mettre des capteurs, etc. Nous avons également de la veille biologique avec les plongeurs de la commission biologie de la Fédération de plongée française, qui visitent régulièrement les récifs pour voir un peu les événements qui se passent dessus. Donc tout ce programme implique plusieurs dizaines de chercheurs, de techniciens, d'étudiants, de plongeurs biologistes qui, tout au long de l'année, toutes les saisons, plongent sur les récifs et viennent nous donner un peu la température de ce qui se passe dessus. Donc on a imaginé un programme pédagogique dans lequel sont impliquées chaque année 16 classes de primaire et de secondaire en partenariat avec l'Éducation nationale et une structure municipale qui est le Centre pédagogique de la mer. Donc ces classes sont impliquées toute l'année, travaillent à longueur d'année sur les récifs, sur un projet pédagogique dans leur classe, et ont le droit de faire quelques sorties de terrain avec le Centre pédagogique de la mer pendant l'année. Et il y a des journées d'échange en juin où on rassemble les classes qui se présentent mutuellement ce qu'elles ont fait pendant l'année. Vous avez des exemples, vous verrez à midi pendant le déjeuner, vous allez pouvoir accéder à d'autres salles d'expo et vous avez des exemples de production des enfants des classes des années précédentes. Le Centre pédagogique de la mer organise aussi des animations ponctuelles pendant l'année, sur une demi-journée, une journée, avec des classes qui ne sont pas impliquées sur l'année, mais qui viennent dans le cadre de parcours pédagogiques, être sensibilisés sur la mer et les récifs artificiels. Vous avez en bas une petite banderole de photos, justement, de ces journées d'échange et des animations qui sont faites. On peut aussi vous donner des films si vous êtes intéressé. Donc on a un document que vous avez dans vos sacoches. Nous avons aussi une exposition, nous avons un récif témoin qui n'a pas été immergé et cette année on doit refaire sa décoration qui sert pour les animations pédagogiques. On fait des conférences, on fait des duplex sous-marins, un que vous auriez dû faire vendredi matin mais qui est annulé malheureusement. Donc on part en bateau au-dessus du site de récif et sur un écran on suit en direct un plongeur qui évolue au niveau des récifs et qui répond aux questions. On a fait toute une série d'affiches aussi qu'on peut vous donner, on en a des exemplaires ici. Et puis on est en train de finaliser un livret pour les enfants, les récifs artificiels expliqués aux enfants. Quelques mots sur la gestion des usages et l'animation de l'opération. Comme je vous le disais, la réglementation depuis l'immersion des récifs artificiels interdit toutes les activités de pêche, d'ancrage, d'apnée et de plongée sous-marine. Donc on renouvelle tous les 2 ans. Donc là, ça a été renouvelé en décembre 2012 jusqu'en décembre 2014. Et la surveillance est assurée à la fois par les services de l'État qui ont les pouvoirs de police en mer, mais également par les patrouilles bleues qui est un dispositif d'information mis en place par la ville de Marseille et ses partenaires sur tout le littoral marseillais, et également par une patrouille ville de Marseille d'information. La zone a été balisée uniquement en dehors du chenal, puisque pour des raisons de sécurité de navigation des ferries, nous n'avons pas pu baliser à l'intérieur du chenal. Les prochaines étapes sur l'opération, donc pour 2013-2015, la bancarisation des données scientifiques. On a du mal aussi, on a les lourdeurs administratives d'une grosse ville, donc du coup, en plus cette année on a eu Marseille-Provence, Marseille est capitale européenne de la culture, donc nos services informatiques étaient un petit peu, on va dire, sollicités pour cet événement, mais bon, c'est prévu. On est en train de faire le bilan des 4 premières années du programme de suivi pour en tirer des enseignements pour la suite, puisque rien n'est fixé, tout peut bouger sur les suivis. On doit préparer le lancement de la prochaine phase de suivi avec les chercheurs. On doit améliorer la plateforme internet pour les programmes pédagogiques. Nous avons aussi une plateforme pour que les classes qui sont en parrainage puissent venir chercher de la formation. Ça pourrait mieux fonctionner.
Nous souhaitons aussi renforcer les actions de sensibilisation. Ça marche très très bien. On a été d'ailleurs assez surpris de ça, c'est que c'est suffisamment bizarre les récifs artificiels pour intéresser le grand public et le faire déplacer. Aussi renforcer la surveillance. Et puis, comme je vous disais, la restauration du récif témoin qui vient d'être déplacé. Pour ceux qui vont pouvoir un peu visiter Marseille, c'est vers les plages Borély. Donc on vient de le changer de place et après c'est la déco pour cette année. J'oublie certainement des choses, mais je ne voulais pas être trop longue là-dessus sur nos prochaines étapes, mais je pourrais donner plus d'informations ce soir en side event à ceux qui le souhaitent. Je vous remercie de votre attention et je profite de ce moment un peu particulier pour remercier tous ceux qui, par leur implication et leur mobilisation depuis tant d'années, ont participé au succès de l'opération et continuent à participer à cette aventure. Un grand merci, mais vraiment un très grand merci aux photographes de la commission biologie et à Sandrine Ruiton pour les photos qui nous mettent gracieusement à disposition et qu'on utilise dans tous nos supports. Et on ne pourrait pas montrer aussi bien cette opération si on n'avait pas des belles photos. Donc merci à eux. Et aussi, j'en profite, un grand merci à Joël Dottori, le technicien de notre service Mer Littoral, qui travaille aussi avec moi sur cette opération et qui est aussi très enthousiaste et qui aussi donne beaucoup d'énergie à ce projet. Voilà, merci à tous.